Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal. Ouverture ce 3 mars de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2020. La session durera 72 heures et sera marquée par la réunion du Congrès à Yamoussoukro le 5 mars prochain. Le chef de l'État s'adressera aux deux chambres du Parlement sur l'état de la nation, une réunion conforme à l'article 114 de la Constitution ivoirienne. 3000 femmes du Sud Comoé reçoivent du chef du gouvernement leur pagne pour la célébration officielle de la Journée internationale des femmes sur le thème « La promotion de la femme, un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire ». Il sera aussi question dans ce journal du dossier EcoPlus. Ce mardi, l'enquête sur la situation économique du monde. Sous la menace permanente du coronavirus, la crise sanitaire mondiale a des répercussions économiques et les pertes se chiffrent à des centaines de milliards de dollars. Bienvenue dans ce 23h. Ce mardi, à l'Assemblée nationale, il s'est tenu la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2020. Cette session durera 3 jours, donc jusqu'au 5 mars prochain. Et ce mardi, 198 députés ont répondu présents à l'appel du président Amadou Soumaoro qui a informé l'hémicycle sur la tenue le 5 mars à Yamoussoukro de la réunion du Congrès. Le président de la République, Alassane Ouattara, a saisi simultanément le Sénat et l'Assemblée nationale pour un message d'une grande importance. Des précisions sur ce sujet avec Moussa Konaté. Le chef de l'État Alassane Ouattara sera face au Congrès, composé des députés et sénateurs, le jeudi 5 mars à Yamoussoukro. C'est l'une des informations majeures données par le président de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2020. Une session extraordinaire relative à l'adresse du chef de l'État devant le Congrès. Nous attendons avec impatience son discours et nous sommes prêts pour l'accompagner dans les réformes institutionnelles. Il y a un message à la nation que le président va adresser donc au Parlement. Donc on ira l'écouter, c'est prévu par la Constitution. Maintenant, quel est le contenu de ce qu'il va dire? Bon, ça c'est après que ça va nous amener à faire des interprétations et à mieux comprendre. Il s'agira sûrement pour nous d'aller écouter ces modifications que le président de la République attend de notre Constitution et demander véritablement le soutien des parlementaires que nous sommes. Message bien perçu donc par les députés. Le président Amadou Soumaoro apporte des précisions sur la tenue de cette rencontre des parlementaires. Chers collègues, le président de la République a saisi simultanément l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et le Sénat de Côte d'Ivoire en vue de l'ouverture d'une session extraordinaire à l'effet de les réunir en congrès pour leur adresser un message sur l'état de la nation et conformément à l'article 114, alinéa 1 de la Constitution, au terme duquel chaque année le président de la République adresse un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. 198 députés présents à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale. La clôture est prévue le jeudi 5 mars à Yamoussoukro. Et concernant ce prochain congrès auquel sont convoqués sénateurs et députés, je vous donne à présent lecture de communiqués émanant des deux chambres du Parlement. Monsieur Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque messieurs, mesdames, les députés au premier congrès, réunion conjointe entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui se tiendra le jeudi 5 mars 2020 à partir de 10 h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. À l'ordre du jour de ce premier congrès, le message du président de la République sur l'état de la nation. Ce communiqué est signé du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Deuxième lecture en prélude à la réunion du Congrès qui se tiendra le jeudi 5 mars 2020. Monsieur Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, convoque, mesdames et messieurs, les sénateurs à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2020 qui aura lieu le mercredi 4 mars 2020 à 10 h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Conformément à l'article 95 de la Constitution, cette session extraordinaire
extraordinaire convoqué à la demande du président de la République a pour ordre du jour le message du président de la République sur l'état de la nation. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Et troisième communication, M. Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, convoque, mesdames et messieurs, les sénateurs à la réunion du Parlement en congrès qui se tiendra le jeudi 5 mars 2020 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Cette réunion du congrès relative au message du président de la République sur l'état de la nation, conformément à l'article 114 de la Constitution, le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle et c'est signé du secrétaire général du Sénat ivoirien. Ce qui fera aussi l'actualité cette semaine, c'est la célébration de la Journée internationale des femmes. C'est une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations pour ce qui est des droits des femmes, et que ce soit à l'échelle mondiale ou nationale. Et d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, cette journée est ponctuée par un pagne spécial qui marque l'engagement du pays dans la lutte pour l'émancipation de la femme. Et pour contribuer à cette célébration, 3000 femmes du Sud Comoé ont reçu gracieusement du Premier ministre leur pagne. On voit tout cela avec Sephora Zegui. 3000 complets de pagne aux femmes des 4 départements de la région du Sud Comoé. Un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour leur permettre d'être aux couleurs de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme GIF le 8 mars prochain. Un geste fort apprécié par ces femmes. C'est le contraire qui nous aurait étonné parce que chaque année, il a toujours pensé à nous. Et ce n'est pas à la seule occasion. Mais au moment de magnifier les femmes, quand il pense à nous, ça nous va vraiment droit au cœur. Le docteur Eugène Aka Awele, président du Conseil régional du Sud Comoé, traduit sa reconnaissance au Premier ministre pour ce geste. 3000 femmes du Sud Comoé vont être joliment habillées à l'occasion de la Journée internationale de la femme grâce à son excellence le Premier ministre. Je suis donc ici pour lui exprimer toute la gratitude de nos sœurs, de nos épouses. Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Ramata Libakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, invite les femmes de la région du Sud Comoé à s'approprier le thème de la GIF 2020, une invite à la culture de la paix. Lorsque la femme a tous ses droits, la femme contribue à l'équilibre familial, la femme contribue au bien-être de la communauté, au bien-être de la société. Et c'est donc pour vous remercier les femmes du Sud Comoé que le Premier ministre nous envoie pour vous offrir des pagnes en prélude à la Journée internationale de la femme. Les 3000 complets de pagnes GIF sont repartis comme suit. 1300 pour le département d'Aboasso, 800 pour Grand Bassam, 500 pour Adiaké et 400 pour Tiapoum. Et en attendant la célébration de la Journée internationale des femmes le 7 mars à Anyama, ce mardi, un hommage a été rendu aux femmes martyres de la commune d'Abobo. Pour rappel, durant la crise post-électorale de 2011, Abobo a perdu 7 femmes au cours d'une manifestation. La cérémonie d'hommage est rapportée par Ami Meïté et Godefroy Okambawa. Une marche et un dépôt de gerbes au carrefour du Banco. Ce sont désormais des gestes symboliques initiés tous les 3 mars dans la commune d'Abobo, depuis la disparition des femmes martyres. On prie pour tous ceux qui sont partis, pour toutes les victimes de la crise post-électorale. On ne peut pas seulement penser qu'à nos enfants, mais on pense à tous ceux qui sont partis. Aujourd'hui, 3 mars 2020, les familles et proches leur rendent un hommage. Au cours de la cérémonie, 9 ans après le drame, les émotions se ravivent, mais les familles appellent à la paix et à la réconciliation. Nous sommes en année électorale. En octobre, il va y avoir les élections. On prie Dieu pour que tout ce qui s'est passé de 2010 à 2011, que ça ne se répète pas cette année. Aujourd'hui, ce que nous prions, vraiment, c'est la paix de la Côte d'Ivoire, la cohésion sociale, l'entente. Nous ne voulons pas de guerre, parce que la guerre ne fait pas avancer le pays. La guerre met en retard le pays. Pour rappel, c'est au cours d'une manifestation réprimée pendant la crise post-électorale en mars 2011 que 7 femmes ont perdu la vie à ce carrefour.
Et après la crise post-électorale, 9 ans après, l'heure est à la paix et la cohésion. Et la police nationale s'y engage. Réunis au cours d'un séminaire de réflexion à Yamoussoukro, les services de la police de Côte d'Ivoire ont redéfini leur stratégie pour répondre efficacement aux défis sécuritaires du pays. C'est une mission qu'elle ne saurait accomplir sans les populations desquelles elle souhaite se rapprocher. Seydou Koulibaly et Kader Sogodogo. Séminaire de réflexion de la police nationale. Face à l'ampleur des défis sécuritaires, les services de police de Côte d'Ivoire peaufinent leur stratégie. Il s'agit ici de lutter efficacement contre la criminalité sous toutes ses formes. Pour assurer cette mission régalienne, la police nationale met en priorité l'équipement et surtout des rapports francs avec les populations dont la collaboration permet d'obtenir des résultats positifs. Les comités d'éthique créés ont permis de renforcer cette collaboration. Je voudrais vous féliciter pour la qualité de vos contributions et pour votre engagement à la réussite des travaux de ce séminaire. Ce travail d'équipe permettra d'améliorer davantage la qualité des prestations des services de la police nationale. Présent à ce séminaire de réflexion, le ministre de la Sécurité invite le personnel de police à travailler d'arrache-pied pour relever tous les défis sécuritaires. Quand on sait que la police nationale est au service des populations, il faut faire en sorte que la complicité que nous voulons instaurer, que nous voulons qu'il soit de mise entre les populations et la police, il faut donc faire en sorte que cette complicité-là soit effective. Police nationale, je m'engage pour la paix et la cohésion était le thème de ce séminaire qui a duré 4 jours. Revenons à présent sur la participation de la Côte d'Ivoire au Salon de l'agriculture de Paris. Le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole, a présenté le dispositif de financement de l'agriculture ivoirienne. Le FIRCA, qui a financé d'ailleurs plus de 700 projets agricoles pour un montant de 125 milliards de francs CFA, a lors de rencontres B2B promu la cola et le poivre Made in Côte d'Ivoire. La labellisation des 2 produits est d'ailleurs envisagée. Jean-Luc Bangbo nous rapporte les échanges. C'est d'abord autour de 2 filières agricoles à forte potentialité et à l'avenir prometteur en Côte d'Ivoire, la cola et le poivre, que le FIRCA a réuni ses opérateurs économiques. Une rencontre pour présenter ses produits du terroir, mais également pour leur assurer des débouchés à l'international. On est très content de voir que certains acteurs et opérateurs économiques ivoiriens font déjà des poivres qui sont dans les grandes surfaces que vous connaissez. Et il y a beaucoup qui exportent déjà à l'extérieur, mais c'est des circuits encore très limités parce que privés. Nous voulons développer pour ces 2 filières des labels ivoires, des labels de terroir pour permettre de donner une plus grande chance à ces produits d'être acceptés à l'extérieur. À cette rencontre, des opérateurs algériens, maliens ou soudanais qui ont fait plusieurs propositions et envisagé une coopération avec la Côte d'Ivoire sur ces 2 produits. La Côte d'Ivoire s'est bien lancée dans le cola. Je pense qu'ils nous ont expliqué que c'est les premiers producteurs au monde. Et on leur a demandé de s'orienter vers les huiles essentielles du cola parce que le marché international maintenant, ces 3 dernières années, commence à se professionnaliser sur les huiles essentielles. Donc on va faire après cet atelier des rencontres avec les responsables de Côte d'Ivoire et voir s'il y a lieu d'avoir un partenariat sur le développement de la filière cola. Le FIRCA a également présenté le dispositif de financement de l'agriculture ivoirienne à la 5e édition de la conférence ICC sur la certification des produits agricoles. Une rencontre qui s'est tenue en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobina Kwasi Adjoumani. Selon le directeur exécutif adjoint de cette structure, ce sont 125 milliards de francs CFA qui ont été consentis pour financer un peu plus de 700 projets agricoles depuis 2004. Le dossier économique de ce mardi analyse la situation économique du monde sous la menace du coronavirus. Depuis son apparition à Wuhan, en Chine, en décembre 2019, le virus aura fait plus de 3000 morts dans le monde. Une crise sanitaire mondiale qui a des répercussions économiques à travers le monde,
Crise boursière, baisse de croissance mondiale et aussi le tourisme mondial qui est en chute libre. Et pour cause, la Chine est la deuxième puissance économique et elle représente 16% du PIB mondial. C'est donc l'un des centres névralgiques de l'économie du monde. Et avec le coronavirus, les pertes se chiffrent à des centaines de milliards de dollars. L'économie mondiale est sous perfusion et cela jusqu'à quand? Et surtout, quelles sont les répercussions sur les économies africaines? Nos économies. Cheikh Koné s'est intéressé à la question et c'est le dossier EcoPlus de ce mardi. On regarde. C'est au centre de la Chine, dans la mégalopole de Wuhan, qu'est apparue pour la première fois, en décembre 2019, l'épidémie du coronavirus, connue aussi sous le nom de Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé demande à la planète d'agir et d'agir vite face au virus venu de Chine. The vast majority of new cases are outside China. À cette période, l'on était loin d'imaginer que cette crise sanitaire au niveau provincial constituera aujourd'hui une menace pour l'économie mondiale. 3 mois après son apparition, le virus Covid-19 décime tout sur son passage. Plus de 80 000 cas détectés, 66 pays touchés, la barre des 3 000 morts atteinte. La croissance économique mondiale pour qui l'on prédisait une reprise en 2020 de 3,3% contre 2,9% en 2019 n'est pas épargnée. Selon Oxford Economics, le coronavirus pourrait coûter 0,2 points de la croissance mondiale, résultante de la chute libre enregistrée par l'économie chinoise, considérée comme l'usine du monde avec 30% de la production mondiale. En termes d'impact immédiat, au niveau de la Chine, par exemple, on pourra constater une diminution de la production des différents produits. On aura tout de suite une envolée des prix, puisque les produits mis sur le marché vont se faire rares. Les usines chinoises ne seront plus performantes parce que tout le monde est cloîtré chez lui à la maison. Dans le secteur pharmaceutique, les médicaments pourraient connaître une hausse. Au-delà de l'impact sanitaire, le virus Covid-19 constitue un double choc au plan économique. Les chocs au niveau de l'offre et la demande mondiale. En effet, la Chine représente à elle seule plus de 40% de la consommation des matières premières dans le monde. Une chute inattendue de la demande de ces matières premières fait plonger les cours. Depuis quelques jours, on note effectivement la chute des coûts mondiaux au niveau du pétrole. L'or également est concerné par cette baisse. Les coûts mondiaux du caoutchouc sont également en chute. Et même parlant de l'huile de palme, on note également une baisse depuis quelques jours. Une situation ressentie immédiatement sur les différentes places boursières dans le monde. La dernière semaine du mois de février 2020, les bourses de Londres, Paris, New York et autres ont connu leur pire semaine après avoir perdu près de 13% en 4 jours. Conséquence, l'anxiété des investisseurs et opérateurs économiques grimpe à mesure que l'épidémie se répand et poursuit sa course folle. Baisse de l'activité économique, des secteurs tout entiers comme le textile, l'automobile et le tourisme sont touchés. Le secteur touristique européen a perdu 2 millions de nuitées hôtelières depuis janvier en raison de l'épidémie du coronavirus, soit 650 milliards de francs CFA de pertes par mois pour l'industrie touristique. L'annulation des grands événements économiques en Europe a enfoncé le clou. Salons, forums, marathons, foires, des annulations en cascade dans toute l'Europe, Paris, Berlin, Genève. Pour l'instant, alors moi je ne vois pas de véritable obstacle en réalité à la bonne marche des économies européennes. Il faut continuer d'observer et notamment attendre véritablement les mesures réelles de l'impact sur le premier trimestre 2020. Continuer d'observer, mais entre-temps, plusieurs entreprises, bien que basées loin des foyers de contamination, payent déjà le prix fort. Il faut absolument qu'on gère ce problème-là. Donc essaye de voir directement pour voir à quel moment est-ce que c'est les assurances qui prennent en charge. Réunion de crise dans cette entreprise basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, spécialisée dans l'accompagnement des structures et organismes nationaux africains à l'international. Elle subit de plein fouet les conséquences du ralentissement de l'activité économique dans le monde. Sur le salon d'agriculture à Paris, nous avions des clients qui ont dû écourter bien entendu leur séjour. Donc forcément, en termes de coûts, ça a un impact très important et non négligeable.
Depuis plus d'un mois, Oumar a perdu 20% de son chiffre d'affaires. On a annulé déjà 3 événements, surtout les hommes d'affaires que nous devions emmener en Chine. Là, malheureusement, nous n'avons pas pu le faire. Comme Oumar, plusieurs opérateurs économiques en Côte d'Ivoire et en Afrique subissent les conséquences économiques du coronavirus, bien que l'Afrique soit relativement épargnée par l'épidémie. Pour l'heure, seulement 4 pays, l'Égypte, l'Algérie, le Sénégal et la Tunisie, sont touchés. Les premiers impacts pour moi sur les échanges avec la Chine, ça va être d'abord l'Afrique de l'Est. C'est la région africaine qui commerce aujourd'hui le plus avec la Chine. L'impact sur l'Afrique de l'Ouest va pour moi rester relativement limité. Les transporteurs maritimes en provenance des ports africains ont été obligés d'annuler leur escale sur les côtes chinoises. Un manque à gagner estimé à 175 milliards de francs CFA par semaine à l'échelle mondiale. Depuis le déclenchement de l'épidémie, c'est un peu plus de 700 milliards de francs CFA de pertes. Ajoutez à cela 2500 milliards de francs CFA de pertes par les compagnies aériennes mondiales, au nombre desquelles les fleurons de l'aviation africaine. Selon l'Organisation internationale de l'aviation civile, l'économie mondiale est sous perfusion, chute libre des cours des matières premières. Jusqu'à quand la fin de la saignée? Si la propagation du virus n'a pas été contenue jusqu'à un certain niveau, il est clair que la psychose va prendre tous les pays. C'est-à-dire que le système de cantonnement qu'on voit un peu partout, on va le voir, tous les pays vont développer ce système-là, de sorte qu'on ne pourra même plus bouger. Donc cette psychose-là, effectivement, peut empirer la situation de l'économie mondiale. Chez la plupart des prévisionnistes et économistes, l'endiguement rapide du virus demeure la seule alternative pour minimiser l'impact sur l'économie mondiale. Même s'il est encore difficile de l'évaluer, de nombreuses entreprises revoient à la baisse leurs objectifs et jouent la carte de la prudence. Pour l'heure, si l'Afrique, dont la Côte d'Ivoire fait partie, s'en sort moins lessivée, il n'en demeure pas moins qu'indirectement l'épidémie s'attaque aux piliers des économies africaines, notamment sur leurs recettes d'exportation. Voilà, c'était une analyse sur la situation économique du monde face à la menace du coronavirus. Dans la région des Grands Ponts, une centaine de chefs traditionnels ont échangé avec le coordonnateur régional du RHDP. C'est le ministre Emmanuel Essis Esmel. Ces chefs traditionnels se sont engagés à faire la promotion du développement tel que prôné par le RHDP. Le point avec Didier Nguessan. Ils viennent de Jacquesville, de Grand-Laou et de Dabo. 106 chefs traditionnels de la région des Grands Ponts rencontrent un de leurs fils, le ministre Emmanuel Essis Esmel, coordonnateur régional du RHDP. Au menu des échanges, la cohésion sociale et le développement de la région des Grands Ponts. Le porte-parole des chefs traditionnels, Louis Théodore Angan, rappelle l'engagement des populations à l'écoute active des autorités politiques. Emmanuel Essis Esmel invite les chefs traditionnels non seulement à garantir la cohésion sociale, mais aussi à choisir le développement qui passe par l'adhésion aux valeurs du RHDP. Nous, en tant que responsables de nos villages, nous devons rassembler tout le monde afin que chaque fils avec ses compétences, viennent pour apporter le développement dans chaque village. Nous sommes avec le président de la République. Nous voulons le soutenir. C'est vrai que nous sommes des chefs de village, mais nous connaissons ce qui est bon. Le président Alassane Ouattara pourra nous apporter beaucoup. Si vous êtes chef, que vous n'envoyez pas l'électricité, l'eau, la santé, l'éducation, les routes, mais vous serez chef pourquoi? Vous êtes des politiciens du développement, du bien-être de vos populations. Donc vous ne n'êtes pas des membres de partis politiques et on ne veut même pas vous voir dans les partis politiques. Mais par contre, vous devez œuvrer avec ceux qui sont au pouvoir pour apporter le développement dans votre région. Le ministre invite ses parents à demander une audience au président de la République et au Premier ministre pour leur exprimer leur reconnaissance suite à la nomination de plusieurs cadres de la région dans les institutions. Le ministre a offert la somme d'1 782 000 francs CFA aux chefs traditionnels qui ont reçu chacun un poste téléviseur.
Toujours dans l'actualité politique du pays, le maire de Gagnoa, Issouf Diabaté, s'inscrit désormais sous la bannière du RHDP. Il a été officiellement investi à l'occasion d'une cérémonie officielle en présence du secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi, Noël Gagno et Cheikh Koné. Élu en tant que candidat indépendant sous la bannière du parti EPG Ensemble pour Gagnoa, le maire Issouf Diabaté et son conseil municipal ont rejoint récemment la grande famille du RHDP. Une décision qui acquiert l'approbation des fils et filles de Gagnoa. Voyons tous comment est-ce que le président travaille pour la Côte d'Ivoire. On a parlé de l'émergence. Nous avons vu ce dynamisme dans d'autres communes du pays. Et pour nous, c'était le seul sacrifice à faire. Vu ces actions, nous, Gagnoa va bénéficier aussi de ces actions-là. En témoigne la mobilisation massive au stade Biakaboda lors de la cérémonie d'investiture du nouveau membre du RHDP. La population a apporté son soutien par la voix de ces cadres venus nombreux pour l'événement. Nous sommes venus pour l'accompagner et pour dire que nous sommes à sa disposition. Et en même temps, moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, l'accompagner dans sa mission régalienne concernant les droits de l'homme. Le développement est conçu à travers une vision politique. Et lui, en tant que maire, voyant qu'il ne pouvait pas être un acteur de développement sans vision, il a préféré aller à la source, au RHDP, qui impulse la vision du développement. Le secrétaire général de la présidence de la République était présent sur les lieux pour féliciter le maire, mais surtout exhorter la population à l'union et à l'entente pour le développement de Gagnoa. Le développement d'une ville n'est pas l'affaire d'un individu, d'un maire ou d'un préfet, ou même d'un gouvernement. Il est l'affaire de tous, à commencer par les filles et les fils originaires de cette région. Donc j'ai saisi l'opportunité pour les interpeller, les appeler à l'union de tous sacrés autour de leur mère pour que tous, le rêve que nous avons pour Gagnoa se réalise. Pour rappel, le maire Issouf Diabaté a été élu lors des dernières municipales avec plus de 50% des voix. Il entend apporter sa pierre à l'édifice dans la construction de la ville de Gagnoa. Les anciens de la radio-télévision ivoirienne se mettent ensemble pour de nouvelles initiatives. Ils sont désormais membres de l'amicale de la radio et télévision ivoirienne. Ce reportage de Hermance Zirignon et Franck Quadio nous donne davantage d'informations sur le sujet. Ils ont fait les beaux jours de la RTI, radio-télévision ivoirienne, des journalistes, des producteurs, des techniciens, des noms et visages connus et même des travailleurs de l'ombre. Aujourd'hui, à la retraite, ils s'unissent autour des facteurs d'entraide et de solidarité. C'est l'enjeu de la création de cette amicale, l'amicale des anciens de la RTI, 2A RTI. Aujourd'hui, je dirais que je suis vraiment contente. Contente parce que tous ces anciens-là ne seront pas oubliés, ne seront pas laissés pour compte. Une occasion pour nous de nous entraider, une occasion pour nous retrouver, une occasion pour nous, pour dire aux jeunes que nous ne sommes pas morts, que nous puissions toujours vivre, nous puissions toujours être à leur côté, leur donner des conseils pour aller de l'avant. Et pour réussir le pari, il faut se doter de textes fondateurs, une assemblée générale élective donc, qui se tiendra le 26 mars prochain. Évidemment, quand vient le temps de faire valoir ses droits à la retraite, se dresse devant le travailleur le mur de la solitude, parfois même de la réclusion. Le désir de perpétuation de ces liens tissés a été donc le levier de création de ce cercle d'amitié, de solidarité agissante qu'est l'amicale des anciens de la RTI. Les anciens de la RTI n'ont pas manqué de saluer le directeur général de la radio-télévision ivoirienne, Fousseni Dambélé, pour son implication dans la réussite de la création de cette fêtière naissante. Dans l'actualité hors de notre pays, la Cour constitutionnelle togolaise a déclaré ce mardi le président sortant, Faure Gnassingbé, officiellement réélu pour un 4e mandat de 5 ans avec un peu plus de 70% des voix. La plus haute juridiction du Togo a ainsi rejeté le recours déposé par Agbeyome Kojo, le candidat du MPDD. Sidonie Davila revient sur les faits.
Grand vainqueur de l'élection présidentielle au Togo, Faure Essozimna Gnassingbé. Une victoire annoncée par la Commission électorale nationale indépendante CENI lors des résultats provisoires et confirmée par la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, ce mardi après-midi. Avec un score de 72,36% des voix, le candidat du parti bleu et blanc, UNIR, Union pour la République, est élu dès le premier tour de l'élection présidentielle 2020 au Togo pour un 4e mandat. Pour ses premiers mots, le numéro 1 togolais, Faure Gnassingbé, choisit de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Merci pour la confiance renouvelée. Le président élu du Togo est suivi du candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD, Agbeyome Kodjo, 18,37% des voix, qui lui rejette ces résultats. Cette information met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI1. Bonne soirée à toutes et à tous.